Alors j'accueille pour cette nouvelle vignette, puisqu'on enchaîne, Estelle de Saint-Bon, qui est directrice générale d'Ensemble de Générations, une association de colocation intergénérationnelle, Joachim Pasquet, qui est directeur général de Cohabilis, oui, voilà, qui propose aussi de la colocation intergénérationnelle, et Cyprien Burtin, que je vois ici, cofondateur de Monseigneur, qui propose de l'accueil familial. Alors, je vous remercie d'être venu témoigner sur cette nouvelle forme d'habitat, cette dernière vignette consacrée aux différentes formes d'habitat. Alors, même punition, je vais vous demander de définir vous-même ce qu'est la colocation intergénérationnelle. On va commencer avec vous, Madame de Saint-Bon. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots ce qu'est la colocation intergénérationnelle ? Alors, bonjour. La cohabitation intergénérationnelle a été créée, alors c'est pas si nouveau que ça, en 2004 par Cohabilis et en 2006 par Ensemble de Générations, suite à la canicule de 2003 et des 20 000 morts qui s'en sont suivis, qui sont pas mortes de chaleur, mais bien d'isolement. Et les deux structures ont développé un concept innovant à l'époque et porteur de sens, la cohabitation intergénérationnelle, qui est la mise à disposition chez un senior d'un logement en échange de présence, de services ou d'un loyer très modeste de la part de l'étudiant. Alors, nous sommes encadrés par la loi Elan, comme beaucoup de dispositifs, et cette loi Elan nous demande d'intervenir avec 3 critères. Un jeune de moins de 30 ans, un senior de plus de 60 ans, d'être dans le cadre d'une contrepartie modeste, et donc de rester très solidaire. Et la troisième chose, c'est que bien sûr, l'étudiant ne doit absolument pas remplacer un professionnel et doit vraiment faire des services qui peuvent être ceux d'un petit-fils ou d'une petite-fille, mais absolument pas remplacer un travail fait par un aide-soignant ou autre. Alors, pour mesurer votre activité Ensemble de Générations, vous coordonnez, vous accompagnez combien de binômes, puisqu'on appelle ça un binôme, un senior et un étudiant ou un jeune? Alors, pour notre part, Ensemble de Générations, nous accompagnons 1000 binômes. Donc à travers toute la France, on a 27 agences sur la France. Voilà. Ok. Et Cohabilis, j'en profite alors pour nous donner un ordre d'idée, c'est combien de binômes accompagnés? Alors on en crée entre le 1er janvier et le 31 décembre en gros 1000 dans l'année et on en a 700 en cours au 1er janvier. D'accord. Voilà. Puisqu'il y a un turnover, j'imagine, des binômes qui vont... Alors, je ne sais pas si on peut... déjà, merci beaucoup de nous accueillir. Ensuite, je suis content d'être avec Estelle de Saint-Bon, puisqu'on prépare un plaidoyer commun parce qu'on partage, on a un ADN sensiblement différent, mais on partage à peu près le même diagnostic et les mêmes axes à défendre vis-à-vis des pouvoirs publics. Voilà, donc excusez-moi. Donc, votre question, c'était... Quelques chiffres pour nous donner une idée de votre okay. activité. Puis vous disiez, on a des binômes qui se créent au cours de l'année et puis qui se défont. La moyenne, à peu près, c'est 2 ans, la durée de vie d'un binôme, c'est ça? Alors, c'est extrêmement variable selon les structures. En fait, il y a une partie qui peut rester collée à la vie. On a 80% d'étudiants. Nous, après, ça peut varier. Donc, on a 80% d'étudiants. Donc, on peut avoir la vie des binômes qui va se calquer sur cette période de vie estudiantine. Ceci étant, dans la loi, c'est indiqué librement convenu entre les parties. Donc, tant que le jeune a 29 ans et 364 jours, j'ai envie de dire, lui, il peut faire un contrat assez longtemps. Et en plus, le préavis n'est que de 1 mois. Donc, en fait, la durée, elle peut être programmée. Nous, on a des binômes qui peuvent durer 6 ans. On a des binômes qui peuvent durer 3 mois. La moyenne, quand on l'avait calculé dans le cadre du rapport qu'on avait fait avec Christine Leclinch, Jérôme Hubert et Kipidi Badji, elle était de 7 mois et demi dans ce rapport-là. Mais voilà. Alors, quand on a préparé cette table ronde, vous me disiez, il y a plein d'atouts
à la colocation intergénérationnelle des atouts sociaux, évidemment, de santé, puisque ça peut prévenir des risques de chute, de dénutrition chez les personnes âgées, des enjeux environnementaux, on construit moins, on vit ensemble, mais aussi des enjeux économiques. Comme dans toutes les vignettes, on va s'y attarder un petit peu plus longtemps. Et vous disiez, vous aviez un plaidoyer en ce moment en commun, vos deux associations portent ces éléments-là. Est-ce que vous pouvez nous parler en quelques mots aussi, Monsieur Pasquet, de ce modèle économique et des enjeux qui en découlent? Oui, alors on peut le faire dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'effectivement on peut très rapidement partir des impacts et effectivement impact carbone très fort, puisqu'en gros un ETP c'est 40 binômes accompagnés, ça veut dire que c'est une résidence universitaire de 40 places que vous n'avez pas construite à raison de 500 kg à une tonne de CO2 par mètre carré construit. C'est pas qu'il ne faut pas construire, on ne va pas se mettre à se battre là-dessus, mais enfin si le ciment était identifié comme un pays, ça serait le 6e pays émetteur au monde, donc voilà, la question de la sobriété foncière reste assez importante. On a la question de l'impact économique, et on sait qu'on fait économiser en moyenne 1 800 € à un jeune sur 7 mois et demi, et à la CAF 600 € sur l'APL. On a un impact sur la vie des aidants et on a des impacts aussi. Alors il y a quelque chose d'assez beau qui est rarement dit, mais il y a une interculturalité très forte. 7% de jeunes étrangers en France, 33% en cohab intergé. Donc en fait, dès qu'on ouvre la fenêtre de l'intergénérationnalité, en fait, souvent, ils ouvrent vers l'interculturalité, vers d'autres choses assez facilement. Et puis après sur les personnes âgées, alors moi ce que je peux dire, peut-être sans doute Estelle sera mieux précisée que moi là-dessus, mais ce qu'on peut dire c'est que on a en gros notre moyenne d'âge c'est 80% de plus de 75 ans, 52% de plus de 85 ans. Et quand on commençait à creuser, c'est ça qui est compliqué, c'est que sur la question de l'impact du lien social sur la santé, ça serait bien que le monde de la recherche se lie avec le monde de l'habitat social, enfin de l'habitat même de manière générale, c'est que le coussin social, quand il est constitué, que ce soit au niveau micro, c'est-à-dire des cohab intergés, au niveau plus gros des résidences autonomie ou de l'habitat inclusif, ou même au niveau de vieillir en QPV, c'est-à-dire au niveau du quartier, ce coussin social qui est créé est évidemment un vaccin qui permet de limiter le coût si je tombe et que je ne suis pas repéré, je vais rester plus longtemps allongé, donc forcément les accidents de la vie domestique vont avoir un impact très très fort. Le lien social a un impact sur les dégénérescences cognitives, le lien social a un impact sur la dépression et donc forcément sur le souci de soi et la manière de prendre soin de soi, etc. Donc sur les personnes âgées, c'est très important. Juste un tout petit point que je veux préciser tant que j'ai la parole. Intergé, c'est 2 générations. Donc là, on est sur les seniors, mais le pilotage de la cohab intergé doit être fait en interministériel aussi, parce qu'on a 2 parties qui sont accompagnées, et l'intérêt est vraiment pour les 2 parties. L'intergé n'est pas fait que pour les vieux. Alors sur la question des financements, comment est financé ce modèle-là? Qui paie quoi? De notre côté, il y a pas justement, ça fait 20 ans que ça existe, ça fait 20 ans qu'il y a de l'argent public. On a des CARSAT, on a des CAF, on a des conseils départementaux, on a des CFPPA, on a des EPCI, on a des fondations, on a des IRC. À peu près tout le monde fait feu d'à peu près tout bois. Je pense que c'est pareil pour l'ensemble de générations. Et puis les jeunes et les seniors participent. Donc c'est un modèle mix privé-public et on a des partenaires quelquefois avec des grosses mutuelles comme la Massif ou ce genre de boutiques qui vont limiter le reste à charge. Mais donc c'est un modèle mix privé-public. Et ce qu'on aimerait bien, c'est que dans le cadre des travaux qui vont être lancés sur l'habitat intermédiaire, la CNSA, on ait un modèle subrogatoire. Ça n'a pas de sens d'avoir 14 financeurs pour un seul dispositif. Donc à un moment donné, on peut peut-être lisser et essayer de faire en sorte d'avoir quelque chose d'un peu plus rationnel. Je rappelle qu'il y avait 200 projets référencés par la DGCS dans le rapport de 2017 pour l'habitat inclusif. Ça veut dire à raison de 10 personnes impactées par projet, 2000 personnes. Aujourd'hui, on voit bien qu'une politique publique volontariste avec des sous à la clé, ça aide. Très bien, donc c'est l'enjeu du plaidoyer que vous portez. D'autres perspectives, d'autres enjeux, Madame de Saint-Bon, sur la cohabitation intergénérationnelle? Alors, on a un enjeu de faire connaître le dispositif, que chaque senior, chacun sache en fait la diversité des possibilités qui existent pour bien vieillir. La cohabitation intergénérationnelle en fait partie. Vous avez été rapide sur l'impact, mais vraiment l'impact, il est pour le senior rester à domicile le plus longtemps possible. On le sait. Les seniors veulent, c'est leur volonté à 92% de vivre chez eux jusqu'à leur fin, donc jusqu'à leur décès. Donc il faut respecter cette volonté.
Et puis, il y a également l'impact pour les jeunes, l'impact pour les familles aidantes, dont on n'a pas assez parlé. Porter une personne âgée, un aîné, est difficile, et souvent les familles aidantes ne disent pas d'elles-mêmes qu'elles sont familles aidantes parce qu'elles trouvent ça normal d'aider leurs aînés. Et bien sûr pour les collectivités. C'est un dispositif qui a multiples facettes bénéfiques, et donc vraiment il faut le faire connaître, et il faut que ça soit proposé à chaque fois qu'un senior en fait arrive à un choix, ou sa famille arrive à un choix, parmi un panel de propositions. Voilà. Très bien, merci. Alors, on va enchaîner justement sur un autre choix possible qui est l'accueil familial. Votre modèle chez Monseigneur, c'est quoi? Comment est organisé l'accueil familial? Bonjour Cathy, bonjour à tous. Monseigneur, c'est une société qui est labellisée ESUS, entreprise solidaire d'utilité sociale, qui a été fondée en 2019 et qui a pour but d'innover autour d'un dispositif qui s'appelle l'accueil familial. Alors, qu'est-ce que l'accueil familial? L'accueil familial, c'est un texte de loi qui existe depuis maintenant plus de 35 ans, qui permet à une personne qui est agréée par un conseil départemental de pouvoir accueillir à son domicile jusqu'à 3 personnes âgées ou en situation de handicap. Mais chez Monseigneur, on s'est rendu compte que ce dispositif, il fallait innover dedans, lever un certain nombre de freins qu'on a rencontrés autour de ces professionnels, et notamment l'isolement des accueillants, peu de répit pour ces professionnels malgré un taux d'encadrement d'1 pour 3, c'est un métier qui est lourd, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Un habitat inadapté, c'est vrai que les professionnels qui font ce métier n'ont pas acheté leur domicile en vue d'accueillir des personnes âgées chez eux, et un manque de communication globalement autour du dispositif, même si les choses aujourd'hui s'améliorent très nettement. Et la réponse de Monseigneur à ça, c'est un soutien au développement de ce métier, la création d'un habitat, un outil de travail pour ce professionnel, des hameaux de 3 maisons. C'est un soutien de l'accueillant familial dans ses démarches d'agrément auprès du département, de formation, avec la création de l'école du prendre soin, mais c'est aussi un accompagnement dans son quotidien. Et puis enfin, c'est un service de coordination sociale. La coordination sociale, c'est l'accompagnement des bénéficiaires, on les appelle chez nous les accueillis, avec la mise en place d'un suivi de séjour. Le public cible de notre solution, ce sont véritablement des personnes âgées en perte d'autonomie, qui ne sont plus capables de rester seuls à leur domicile et pour lesquels l'aide à domicile n'est plus suffisante. Donc on va plutôt s'adresser à des GIR 4, 3. Voilà. Et peut-être, pour conclure sur cette introduction, je voudrais insister sur la relation primordiale avec les conseils départementaux. Monseigneur, en fait, qui est également agréé, va jouer un rôle de tiers de confiance entre le département, l'accueillant familial qui, de par la réglementation, est indépendant, qui est agréé lui-même par le département et en responsabilité, avec un véritable contrôle du département, et les bénéficiaires et leurs familles et les proches aidants. Alors, vous parliez de la solution, il y a aussi un intérêt, un atout assez incroyable, c'est l'attractivité que vous pouvez avoir vis-à-vis des professionnels. Ce ne sont pas n'importe quels professionnels que vous mettez dans ces maisons. Oui, effectivement, je pense que le cœur central de notre projet, le premier atout, et ce qui nous oblige aujourd'hui à ouvrir beaucoup de départements, c'est l'attractivité du métier. Chez Monseigneur, on a environ 400 demandes par mois aujourd'hui pour devenir accueillant familial dans nos maisons. Et le profil est intéressant puisque c'est généralement des anciens soignants, diplômés, qui ont 15-20 ans d'expérience en établissement et qui ont envie de redonner de la perspective à leur métier. Et c'est très important dans un contexte de crise de vocation. Et je pense que ça a été souligné ce matin, mais l'enjeu primordial de tout sur l'habitat senior, c'est l'attractivité des personnes qui peuvent prendre soin de nos aînés. Voilà. Et le deuxième atout, je vais essayer d'aller vite parce que je sais qu'on est très en retard, c'est le renouveau apporté au dispositif. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour que ça fonctionne, il a fallu innover, mettre en place des services de remplacement pour permettre à ces professionnels de prendre du répit, de prendre des congés. Et tout ça fait qu'aujourd'hui, on a des belles perspectives et que l'accueil familial est déjà une solution pérenne et existante pour la prise en charge de nos aînés, mais est amené encore à le devenir de manière plus forte. Sans suspense, vous avez aussi un questionnement sur le modèle économique? Oui, alors le modèle économique, chez Monseigneur, on a 3 piliers pour assurer la pérennité de l'entreprise, et je pense que c'est important d'avoir des modèles pérennes aujourd'hui pour avoir un SMAH à grande échelle. C'est la conception et la réalisation des hameaux.
que l'on vend aujourd'hui, soit des bailleurs sociaux, comme par exemple l'Accentia, filiale d'Habitat en Région, avec qui on a un partenariat depuis longtemps, à des investisseurs qu'on fédère autour d'un fonds impact dédié aux maisons Monseigneur, ou à des foncières régionales. Ça, c'est le premier pilier de notre modèle économique. Le deuxième, c'est la coordination sociale, la mise en place et le suivi des séjours. Et le troisième, bien évidemment, c'est la formation. J'en ai très rapidement parlé avec l'école du prendre soin. Aujourd'hui, l'enjeu du financement, il est très important. On souhaite développer une infrastructure nationale dédiée à l'accueil familial avec des besoins d'investissement importants. On a la chance aujourd'hui d'avoir la confiance de bailleurs sociaux, d'investisseurs, mais comme tout le monde, on constate que la période est compliquée. On a un contexte économique, macroéconomique difficile, avec encore un horizon de taux hauts qui est compliqué. On a aussi une confiance dans le secteur, on le voit, des investisseurs qui est un peu morose autour de ces questions du vieillissement. Et le dernier point que l'on constate, nous, chez Monseigneur, quand on parle à des investisseurs, c'est l'inadéquation, alors je l'espère conjoncturelle, entre l'impact affiché que l'on revendique, que l'on mesure aujourd'hui avec notre mesure d'impact, et le rendement attendu. Et c'est vrai que cette inadéquation, elle est compliquée. Et aujourd'hui, on a besoin, et je pense que c'est l'objet aussi d'une journée comme ces assises, c'est de redonner la confiance aux investisseurs. On a des enjeux majeurs de vieillissement de la population, on a besoin de solutions. Le développement de solutions, c'est du temps long, et c'est maintenant qu'on doit construire la suite pour nos aînés.